sur cet ordinateur. OK. Donc là, j'enregistre. Ouais. Ça a l'air de fonctionner. OK, bon, on va pouvoir commencer. On va commencer par une petite présentation des différents intervenants. Moi-même, François Béline, je suis responsable du pôle études urbanistes du SDE 35. Le SDE 35, c'est une AODE, on y reviendra plus tard dans la présentation. C'est une collectivité qui est propriétaire du réseau de distribution du réseau électrique. Je te laisse présenter Baptiste. Donc, Baptiste Bezol, je suis chargé de mission distribution d'énergie, marché, données et puis certaines ENR pour l'association de collectivités et d'entreprises Amorce. Et Florent Cadou, donc je dirige la société Roseau Technologies, qui est un éditeur logiciel qui développe donc des logiciels d'analyse, d'études, de simulation des réseaux électriques. Voilà, et tous Bonjour les à trois, tous. du coup, on a… Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est juste pour dire bonjour à tout le monde. Tu peux reprendre la parole. Ça marche. Merci Florent. Donc tous les trois, on a travaillé aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de chacun de nos compétences, sur quoi on travaille. Et l'intitulé de cet atelier inspiration, c'est l'intégration des ENR au réseau électrique, de la modélisation à l'action. Cette présentation, elle est redécoupée en trois grandes parties. On va d'abord vous présenter les applications clés en main pour vous aider, pour aider au raccordement au réseau électrique. En deux parties. Le premier étude de cas sur l'étude d'un projet éolien citoyen, la deuxième sur une analyse du risque d'un ensemble de sites, qui sera présenté par Florent. Baptiste parlera des outils, des données plutôt, mis à disposition des collectivités et comment bien les utiliser. Et enfin, on parlera de quelle est la bonne échelle pour exploiter ces données aujourd'hui, quel est le bon interlocuteur au bénéfice de la transition énergétique. Ça va être la clé aussi de notre présentation. Donc, l'étude de raccordement d'un projet éolien citoyen. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on a été sollicité, nous, SDE 35, par un collectif de citoyens dans le sud du département qui souhaitent porter un projet de développement ENR, donc d'éoliennes sur son territoire, pour être acteur de la transition énergétique. Le SDE 35 l'a accompagné techniquement sur ce dossier-là. 5 raccordements envisagés pour des puissances échelonnées de 6,6 MW à 12 MW. Et on a identifié 2 départs HTA à proximité des postes sources. Alors, petite précision, aujourd'hui, cette présentation, elle a vocation à être pas très technique, accessible à tout le monde. Donc, on va un peu vulgariser des termes techniques. On va essayer d'être de la manière de présenter la façon la plus pédagogique possible pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, il y a disons que tout ce qui va être les données techniques précises, on pourra y revenir au moment des questions. Cependant, si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas à les poser sur la zone de conversation ou le chat du Zoom. On vous répondra soit en direct par message, soit moi oralement lors d'une présentation. Donc maintenant qu'on a un peu planté le décor, 5 raccordements envisagés, quels raccordements on peut réaliser? D'abord, on va regarder l'état initial du réseau. Petite précision, on parle de l'état initial du réseau à l'été, au pic été, là où les consommations sont les plus faibles, mais les injections sur le réseau, donc la production d'énergie renouvelable est le plus élevée. Donc, dans les grandes lignes, disons que la production a tendance à augmenter les niveaux de tension et la consommation à les diminuer. Donc, aujourd'hui, l'état initial du réseau, on n'a pas de contrainte, que ce soit en courant ou que ce soit en tension sur le réseau. Le projet est identifié avec les trois éoliennes jaunes sur la carte et il y a 2 départs HTA à proximité qui sont reliés chacun à 2 postes sources. Poste source au sud, le poste porte, et au nord, le poste Messac. On voit rapidement que la zone la plus favorable à l'injection d'un projet éolien sur le réseau va être la partie au nord, vers le poste Messac. En fait, on voit graphiquement que… Ah oui, petite présentation de cette carte. Donc, les 2 postes postes sources sont les carrés noirs. Tous les petits points de couleur entre vert et rouge sont des postes HTA-BT de la concession. Donc, il représente en fait la limite entre le moyenne tension basse, donc HTA, et le réseau basse tension.
On pourrait schématiser ça à des nœuds du réseau, des points d'injection. Nous, en tout cas, dans notre étude, on va partir d'un de ces nœuds-là. Quand on regarde les capacités d'accueil initiales du réseau, c'est-à-dire en fait quel est le potentiel d'injection du réseau à chacun de ces nœuds, on voit rapidement qu'on est limité. On est limité à 2 MW par poste. Autrement dit, notre projet est entre 6,6 MW et 12 MW. En l'état actuel, sans modification du réseau, on ne peut pas le faire. On ne pourrait pas le créer, l'intégrer au projet, hormis créer un départ dédié du poste. On pourra y revenir après sur le choix de la solution technique. Et donc, comme je le disais précédemment, le poste MESAC il est plus favorable à accueillir ce projet de production. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on injecte 6,6 MW sur notre réseau? Comment réagit-il? Là, on voit rapidement qu'on a deux types de contraintes. En tout cas, les deux contraintes sur lesquelles on va s'attarder sont les contraintes sur le niveau de tension et les contraintes dans les lignes. Autrement dit, les niveaux de tension, ça va être plus lié à chaque point, chaque nœud du réseau. Et les niveaux de courant dans les lignes, c'est la puissance, le courant qui passe dans les câbles. Autrement dit, que les câbles sont de trop petites sections. Les niveaux de courant sont trop élevés, supérieurs à 85%, et on a une grande majorité des postes du départ HTA qui sont en contrainte. Un réseau en contrainte sur plus de 7 km. Cependant, il y a des leviers à disposition aujourd'hui pour résorber ces contraintes. On va les étayer rapidement et voir comment ces leviers permettent d'intégrer ou non notre projet. Le premier qu'on va tester, ça va être un renforcement simple des câbles. On va changer la section des câbles en passant du 55 mm² et 75 mm² par du 228 mm². C'est une solution technique aérienne qu'on a privilégiée pour notre étude. On pourrait également modifier l'ossature du départ en passant en souterrain. Là, c'est un choix qu'on a fait, nous, dans notre simulation, de remplacer des câbles de faible section par des plus grosses sections. Donc, l'intérêt, c'est que ce renforcement, il va bénéficier à la fois sur les surtensions et les surintensités. À noter qu'on a aussi d'autres types de réglages sur les tensions, qu'on verra plus tard, qui sont les réglages du transformateur au poste source, ou autrement dit l'abaissement du plan de tension. Et le deuxième, c'est le réglage de l'installation de production, qui est plus lié, elle, au producteur. Voilà, disons que c'est un bouton que peut régler le producteur sur son installation pour diminuer l'impact de son raccordement sur le réseau. Donc si on renforce, alors on a eu un peu la main lourde, on a renforcé sur 8 km au lieu de 7 km en contrainte, on s'est dit que tant qu'à remplacer le réseau, on va le faire bien. Donc on le renforce en aérien sur 8 km. Dans cette configuration, on diminue toutes les contraintes. Enfin, on annule toutes les contraintes de courant dans les lignes et le niveau est inférieur à 50%, donc c'est satisfaisant. Par contre, on a toujours des surtensions à de nombreux postes. Pour ça, il va donc falloir associer une autre solution technique de renforcement. La première qu'on va étudier, c'est le réglage du plan de tension. On va donc diminuer le niveau de tension au poste source, toujours en conservant une partie renforcement. On voit que cette solution, elle n'est pas totalement satisfaisante. C'est-à-dire qu'en gros, il y a encore beaucoup de surtension à tous les postes, donc on ne peut pas se dire qu'en abaissant le plan de tension et en augmentant la section des câbles, on est capable d'injecter notre projet dans le réseau existant. Donc, on a conservé aussi un renforcement sur 8 km du réseau en HTA et on est passé de 2,5% à 2% au niveau du poste dans notre simulation. On aurait d'autres critères qu'on pourrait modifier, mais l'idée était plutôt de montrer un type de réglage qu'on peut utiliser pour lever les contraintes sur le réseau. Troisième solution qu'on essaye, c'est le réglage de la production. Dans cette configuration, on va plutôt modifier la puissance réactive de la production en modifiant le COSFI, tangenti, pardon.
Et là, avec cette solution de renforcement, enfin ces solutions de renforcement à la fois de l'ossature du réseau HTA et du réglage de la puissance réactive, on est capable de dire que ce projet de 6,6 MW peut être intégré dans le réseau existant. Maintenant, on avait aussi pour objectif d'échelonner jusqu'à 12 MW. Qu'est-ce qui se passe dans cette configuration? Effectivement, également, on serait capable d'intégrer 12 MW sur le réseau. Alors, on aura des niveaux de courant dans les lignes supérieures, et à 12 MW, la question se poserait aussi de faire un départ dédié du poste. En tout cas, ça serait une des solutions techniques proposées. Une conclusion sur ce début de présentation, on voit qu'en fait, avec des solutions techniques de renforcement ou de réglage, on est capable d'intégrer des énergies renouvelables sur du réseau existant. En tout cas, il y a des leviers existants aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour résorber ces contraintes. Nous, on intègre ce type de cas d'usage dans notre collectivité pour qu'ils s'inscrivent dans le schéma directeur des énergies renouvelables en identifiant les zones avec un potentiel ENR. Simuler ces leviers techniques, en fait, ça nous permet d'améliorer, nous, notre connaissance technique et avoir une meilleure compréhension des solutions de raccordement qui sont envisageables. L'idée n'est pas de faire à la place d'Enedis. Aujourd'hui, Enedis est notre gestionnaire de réseau sur la concession. Ce n'est pas de faire à sa place, mais c'est d'être proactif en tant qu'AODE. En tout cas, les élus du SDE35 portent aujourd'hui ce message, c'est qu'ils veulent être acteurs de la transition énergétique et se doter de leurs propres outils pour simuler ces solutions de raccordement. Donc moi, j'arrive au terme de la première partie de présentation. Je vais regarder rapidement si on a des questions. Oui, tu as eu 2 questions. Donc, Okay. La première, c'était comment sont faites ces simulations sur le réseau? Alors, la première, c'est que ces simulations, elles se font à l'aide d'un outil qui s'appelle Sierra, qui a été développé par Roseau Technologies. C'est un outil qui reprend nos données cartographiques, notamment, pour simuler ces injections sur le réseau. Et la deuxième question, c'était quel lien juridique y a-t-il entre le SDE35 et les porteurs de projets éoliens? Y a-t-il une structure dédiée de type SEM en concurrence avec d'autres porteurs de projets? Alors, on va y revenir plus tard, en tout cas sur les questions de la SEM. En fait, le SDE35 a créé une SEM en 2018 qui a pour objectif de développer les énergies renouvelables, donc d'accompagner des porteurs de projets, que ce soit financièrement ou techniquement, de les intégrer au capital ou dans les conseils d'administration. Enfin, l'idée n'est pas de rentrer vraiment dans la constitution de présentation de cette SEM, mais vraiment de l'outil qu'on utilise pour aider ces porteurs de projets, alors qu'ils soient de type SEM, de type public ou privé, à simuler ou intégrer leurs projets dans le réseau existant. Ensuite, il y a une question, je peux répondre moi rapidement. C'est-il possible de descendre à la maille BT pour les simulations? Donc à la maille BT, c'est possible aussi. Par contre, c'est très différent dans le sens où en gros, les effets statistiques sont moins forts en basse tension par rapport à la moyenne tension, et donc on est beaucoup plus sûr des résultats moyenne tension que des résultats basse tension. Donc les deux sont possibles. Simplement, en moyenne tension, on a une bonne adéquation généralement avec les calculs qui sont faits par d'autres, notamment par les gestionnaires de réseau. Alors qu'en basse tension, on peut faire aussi des calculs, mais il y a plus de différences d'appréciation en fait entre deux personnes qui vont faire des calculs BT. Qu'entre deux personnes qui vont faire des calculs HTA. Ensuite, donc, je te rends la parole, François. Donc, la question, c'était… Tu l'as? Ouais, c'était lié aux compétences assez techniques de cette présentation. Justement, c'est un peu le but de cette présentation, c'était de commencer par quelque chose d'assez technique au départ, qu'on va essayer de vulgariser tout au long de la présentation, moins sur les parties suivantes. Le S3RENR n'est-il pas censé orienter ses choix? Oui, en partie, en fait, il permet de cibler, en tout cas, les puissances disponibles qui ont été identifiées par RTE, enfin, par les gestionnaires de transport et de distribution au poste source. L'idée, c'est maintenant comment on peut associer à la fois sur la partie S3RENR, répondre au S3RENR avec des solutions techniques.
Et puis du coup, c'est aussi une maille de plus basse tension, parce que le S3 RNR ne va pas forcément sur sur ce détail de réseau non plus. Voilà, il est localisé au poste source, donc après, il y a une multitude de territoires assez vastes autour des postes. Quand intervient la simulation? Nous, l'idée, justement, c'est d'être assez en amont du projet, on pourrait dire quasi avant la demande de raccordement faite à Enedis, pour, voilà, pour orienter et évaluer les risques à mettre en place ce projet. Je pense que c'est une belle transition pour la partie suivante. C'est ce que j'allais dire, Et je vais te effectivement, en laisser fait, la on peut main, intervenir. Florent. Tu vas peut-être pouvoir compléter. Tout à fait. Alors, donc je vais prendre la suite, effectivement, avec un... voilà, le temps que j'arrive à prendre le contrôle de la présentation. Attends, je pense qu'on est deux à faire bouger les diapos en même temps. Voilà, c'est bon. Donc, oui, merci François. Donc, moi, je vais prendre la suite, voilà, décidément. Voilà. Donc, je vais prendre la suite avec un exposé qui est en fait un petit peu différent. On prend un point de vue un peu différent de celui qui a été présenté par François, puisque justement, ça répond un peu à la question qui vient d'être posée. On est plus en amont dans le processus de raccordement. C'est-à-dire que dans le projet qui a été présenté par François, on a un projet qui est déjà bien avancé, qu'on veut raccorder au réseau, on a envie que le projet se concrétise, et on cherche à optimiser son raccordement. Moi, je vais me placer, donc, comme je disais, en amont de cette situation-là, au moment où on fait de la prospection pour trouver des sites potentiels. Et donc, on a beaucoup de sites et on cherche sur quel site on va essayer de faire sortir des projets. Donc, quand on est dans ce contexte de la prospection pour trouver des sites, il y a un certain nombre de points à avoir en tête. Et donc, je vais les rappeler sur cette première diapo. Donc, le premier point, bon, c'est tout simple, c'est simplement que des sites potentiels, généralement, il y en a beaucoup. Ils sont très nombreux. Et on ne peut pas tous les exploiter, en tout cas pas à court terme, tout simplement parce que, bon, je pense que chacun en a conscience, ça prend beaucoup de temps, c'est un travail considérable de monter un dossier pour faire sortir un projet ENR. Et donc, on doit choisir entre toutes les opportunités qui se présentent, celles sur lesquelles on va faire porter les efforts des développeurs ENR qui vont instruire le dossier et puis essayer de pousser jusqu'au bout la création d'une installation de production. Donc, on a l'embarras du choix, il faut choisir. Alors, on pourrait se dire, après tout, bon, bah, si on a des ressources humaines pour traiter 10 dossiers et puis qu'on a 100 opportunités qui se présentent, bon, bah, on va en choisir 10 au hasard parmi les 100 et puis on avance sur ces 10-là. Bon, choisir 10 au hasard, c'est pas une bonne idée. Et j'en viens à mon deuxième point, parce que toutes les opportunités ne se valent pas. Loin s'en faut, on a des projets, on a des opportunités qui sont bonnes, sur lesquelles on va réussir effectivement à faire aboutir un projet à la fin dans de bonnes conditions, et puis d'autres sur lesquels on va essayer de faire sortir le projet, mais le projet sera abandonné, et parfois assez tard, c'est-à-dire après qu'on y aura passé pas mal de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années dans les pires cas, pour les étudier. Donc ces projets-là qui ne sont pas viables, évidemment, on cherche à les fuir comme la peste, et une bonne partie du savoir-faire des gens qui font de la prospection pour trouver des sites de potentiel de production NR, une bonne partie de leur savoir-faire, donc c'est justement de discriminer en fait entre les sites qui seront viables et ceux sur lesquels le projet risque d'être abandonné. Et pour ça, il y a différents critères que les développeurs ENR présenteraient mieux que moi. Donc il y a évidemment des questions de gisement, il faut qu'il y ait du soleil ou du vent. Il y a des questions d'accès au foncier, il y a des questions d'autorisation administrative, il y a des tas de critères. Et moi, je vais me concentrer sur un critère qui est donc l'objet de mon troisième point et qui est notre spécialité chez Roseau, c'est la question du raccordement au réseau. Ce n'est pas le seul critère important, mais c'est quand même un critère qui est vraiment non négligeable parce que le coût de raccordement au réseau, ça pèse généralement une part substantielle du coût global d'un projet ENR. Et quand cette part est trop importante, eh bien, ça peut faire abandonner le projet. Donc, tout ça pour dire quoi en synthèse, hein? C'est pour dire que c'est important pour les gens qui font de la prospection pour trouver des sites de production ENR, de pouvoir quantifier le plus tôt possible, avant d'avoir passé des semaines, des mois, des années à instruire un dossier d'installation de production, identifier le plus tôt possible si finalement le site est entre guillemets risqué du point de vue du réseau, c'est-à-dire on aura du mal à le raccorder et probablement que ça coûtera assez cher, il y aura un délai important, etc. Ou au contraire, si on est dans un cas favorable sur lequel le raccordement au réseau sera plutôt facile, etc., il ne posera pas de problème et ne sera pas trop coûteux. Donc c'est ça en fait la question à laquelle on aimerait pouvoir répondre, la réponse qu'on aimerait pouvoir apporter aux développeurs ENR. Et donc dans ma présentation, je vais essayer d'y répondre par un exemple, de manière très concrète.
C'est un exemple sur le territoire du SDE35, hein, donc le syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Donc là, on a choisi 50 sites potentiels qui sont représentés sur la carte. Donc on a leur emplacement et puis le gisement, c'est-à-dire la puissance du site qu'on pourrait essayer de faire sortir. Donc c'est la taille du rond qui donne la puissance du site. Vous avez l'échelle en bas à droite, on voit qu'on est sur des puissances de plusieurs mégawatts, hein, jusqu'à une dizaine de mégawatts et un peu plus pour certains sites. Et donc ces différents sites, on a envie de savoir lesquels sont favorables du point de vue du réseau. Donc on va appliquer les mêmes méthodes que celles qui ont été montrées par François dans son exposé, avec une différence quand même, c'est que là, on n'a pas envie de passer 1 jour, 2 jours, 3 jours d'études sur chaque site, parce qu'il y en a beaucoup. Là, j'ai pris un cas avec 50 sites, mais on pourrait tout à fait en faire 100, 200, 300. Donc on n'a pas envie de les étudier en y passant beaucoup de temps. Et donc on va automatiser en fait le type d'étude qui a été montré par François, et on va tester de manière systématique, automatiquement, par un logiciel, hein, chacun de ces sites pour voir si leur raccordement au réseau est facile ou pas. Donc une première passe d'études qu'on peut faire, c'est de les classer en 3 catégories. Donc c'est ce qu'on montre sur cette diapo-là. On a des sites qui sont en vert. Donc ceux qui sont en vert, c'est des sites sur lesquels le raccordement en plein réseau, sans renforcement du réseau existant, est possible. Donc on va se raccorder au réseau qui passe le plus près, et on n'aura pas besoin de renforcer ce réseau. Donc ça, c'est le cas le plus favorable. En orange, on a les sites sur lesquels le raccordement au réseau le plus proche est possible. Par contre, sur le réseau existant, il faudra le renforcer. Et puis, on a en rouge, la dernière catégorie, c'est les sites sur lesquels, même si on renforce au maximum avec le conducteur le plus gros qu'on a au catalogue, le départ existant sur toute sa longueur, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est des cas où on est absolument obligé de créer un départ dédié pour raccorder le site considéré. Donc ça, c'est une première classification qui est déjà assez instructive. On a 3 catégories, disons, de sites qui sont plus ou moins favorables du point de vue du réseau. Mais on peut aller encore un petit cran plus loin. Donc on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur de chacune des 3 catégories. Donc la première, c'est la catégorie la plus favorable, donc les sites qu'on peut raccorder sur le réseau existant en départ mixte sans renforcer ce réseau existant. Donc là, dans notre exemple, on a 22 sites qui sont dans cette catégorie-là. Et une bonne manière de les classer du plus favorable au moins favorable à l'intérieur de cette catégorie, c'est de regarder ce qu'on appelait la marge. Donc c'est quoi la marge? Pour le premier site, donc celui qu'on a classé en numéro 1 du tableau, le meilleur des 50 sites, on veut raccorder 5,1 MW. Et le réseau qui passe à proximité a une capacité d'accueil en injection de 19,7 MW. Donc l'écart entre les deux, c'est 14,6 MW. Ça veut dire qu'on est absolument certain que ce site pourra se raccorder dans de bonnes conditions sans renforcement de réseau. Quand on va en bas du classement, donc on va prendre le 22e site, le dernier dans la catégorie verte, c'est un site avec une puissance de 2,7 MW, mais la capacité d'accueil du réseau de proximité n'est que 2,8. Donc c'est un tout petit peu plus élevé, mais il n'y a que 100 kW d'écart. Ça, c'est un site où on est un tout petit peu moins confiant sur la réponse qu'on a apportée, c'est-à-dire le fait qu'on pourra se raccorder sans renforcement. Pourquoi? Parce que l'étude de raccordement, évidemment, elle sera faite derrière par le gestionnaire de réseau, c'est son travail, avec des hypothèses qui sont peut-être légèrement différentes de celles que le S235 aura utilisées avec ses propres outils, en l'occurrence donc Sirao. Et donc, cette différence d'appréciation peut mener à une conclusion légèrement différente, qui est que finalement, ça ne passe pas, il faut peut-être un petit peu renforcer le réseau. Donc voilà, c'est pour ça que ce site, on l'a classé en dernier, parce que la marge, l'écart entre la capacité d'accueil et la puissance à raccorder n'est pas aussi élevé que sur les sites qui sont en tête de classement, là en position 1, 2 et 3. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur la première catégorie, la catégorie verte. Si on avance, on peut s'intéresser maintenant à la deuxième catégorie, qui est celle en orange. Donc c'est ceux sur lesquels on pense qu'on peut raccorder l'installation en départ mixte, donc sur le réseau existant, par contre au prix d'un renforcement de ce réseau. Donc là, on a 7 installations qui sont donc parmi les 50 qui sont dans ce cas-là. Donc on a classé entre 23 et 29. Et dans cette catégorie-là, un critère de classement qui paraît pertinent, c'est la longueur de réseau renforcée. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur le premier site, donc parmi les 7, qui est classé en numéro 23, on veut raccorder 8,2 MW. Le réseau de proximité a une capacité d'accueil de 7 MW, donc c'est légèrement inférieur, il faudra renforcer. En tout cas, il faudra trouver une solution technique. Donc oui, effectivement, je réponds à la question en direct. En départ mixte, ça veut dire effectivement directement sur le réseau HTA existant. Le mot mixte, il fait référence au fait qu'on a un départ qui alimente déjà des consommateurs, et on va le réutiliser pour de la production, et donc il sera mixte production-consommation. C'est ça que ça veut dire, c'est directement sur le réseau HTA existant. Donc sur le premier site là, dont j'ai parlé, le 23, on a une longueur de réseau renforcée qui est d'un peu moins de 500 mètres. Donc c'est pas énorme, et c'est un renforcement qui paraît tout à fait faisable. Quand on va en bas du classement, donc parmi les 7 là, qui sont orange,
28-29, on voit qu'on a, pour le 29, on a plus de 10 km de renforcement à faire. Incidemment, c'est un peu là que serait situé le site qu'a montré François dans sa présentation. C'était un site où le renforcement peut suffire, mais au prix d'un renforcement quand même très très lourd. Donc il y avait 8 km dans le cas montré par François. Donc ceux-là, on les met en bas de classement parce qu'évidemment, avec des renforcements aussi lourds du réseau existant, on sent que c'est des sites qui risquent quand même de passer dans la troisième catégorie, c'est-à-dire ceux sur lesquels le gestionnaire de réseau va plutôt préconiser un raccordement en départ dédié. Et puis, donc, si on passe à la dernière catégorie, donc ceux sur lesquels le réseau existant, même après renforcement, ne suffit pas, donc on est obligé de faire un départ dédié. Dans notre cas d'étude, là, sur les 50 sites, on en a 21 qui sont dans ce cas, donc qui sont classés entre 30 et 50. Un critère qu'on peut regarder, par exemple, c'est la distance au poste source. Donc, on va encore choisir un autre critère différent dans cette catégorie pour classer les sites du plus favorable au moins favorable. Et donc, on va arriver à la conclusion qu'on a des sites qui sont finalement pas trop loin du poste source, et d'autres au contraire qui sont à pratiquement 10 km, et sur lesquels le renforcement sera, la création de réseau sera plus coûteuse que pour les sites évidemment qui sont proches du poste source. Au passage, là, il se trouve que sur ce jeu de données, un peu par hasard, les 3 derniers sites, c'est des sites de très forte puissance, qui sont à plus de 10 MW, et en plus, ils sont loin du poste source, donc c'est vraiment pas une surprise, si vous voulez, qu'on doive les raccorder en départ dédié, tout le monde s'y attendait. Par contre, pour les sites qui sont dans des puissances intermédiaires de quelques mégawatts, là, c'est vraiment intéressant parce que quand on fait de la modélisation comme ça, on arrive à discriminer entre les cas où on va se raccorder donc, au départ existant, ce qui sera beaucoup moins coûteux que sur départ dédié, et puis ceux où c'est la situation inverse. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation du cas d'étude sur les 50 sites. Je veux juste faire passer deux messages en conclusion. Donc la première chose, c'est que ce qui permet de faire tout ça, c'est non seulement la modélisation du réseau, donc comme dans le cas qui a été montré par François, mais c'est aussi l'automatisation, j'insiste bien là-dessus. Encore une fois, quand on étudie un cas bien précis, on peut passer 3 jours à étudier la situation de près, etc., etc. Quand on fait de la prospection, il faut que la réponse arrive vite et qu'on sache traiter des gros volumes. Là, j'ai montré 50 sites, ça aurait pu être plus. Pour vous donner un ordre de grandeur de temps nécessaire, ça m'a pris plus de temps de préparer les 5 diapos pour le PowerPoint que de faire l'étude sur les 50 sites parce que tout ça est automatisé. Et donc, en fait, on lance un calcul sur le logiciel et on a la réponse pour les 50 sites en quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment important quand on fait de la prospection. Il faut que la réponse arrive vite et pour qu'elle arrive vite, il faut que ce soit automatisé. Le deuxième point, c'est que finalement, qui peut faire ce genre de calcul? Il n'y a pas tellement d'acteurs qui sont en position de le faire. Et c'est aussi un des messages généralement qu'on veut faire passer dans cette présentation, c'est que les grosses autorités concédantes, donc on va dire les syndicats d'énergie, et puis j'aurais pu citer aussi les métropoles, ce sont les acteurs en fait qui sont dans la bonne position pour le faire, puisqu'ils disposent à la fois des données qui décrivent le réseau, des outils comme le logiciel Siravo, et puis des compétences nécessaires pour mettre ce service à disposition des développeurs ENR. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation, je vais prendre les questions qui ont été posées en cours de route. Alors, il y en a eu pas mal. Donc, il y en avait une première là sur est-ce qu'il est possible de faire des rappels sur les grands principes techniques de raccordement Par rapport à la puissance, c'est ça? par rapport à la puissance, Alors, ouais. je ne suis pas sûr de comprendre complètement la question. Je vais faire une réponse simple et courte, et puis s'il y a besoin de plus de détails, on en parlera peut-être à la fin de la présentation, parce que je ne veux pas trop empiéter sur le temps de parole de Baptiste. Mais donc, en gros, quand on raccorde une installation au réseau de production, hein, elle va tendre d'une part à élever la tension, et d'autre part à augmenter les courants dans les lignes. Tension élevée, c'est pas bien parce que il faut alimenter les clients sous une tension qui est comprise donc, au fin du fin, c'est au niveau du client final entre 10% au-dessus et 10% en dessous de la tension nominale. Et donc, si l'injection de puissance dans la zone fait monter la tension chez le client final au-delà de tension nominale plus 10%, c'est pas acceptable et donc on renforce le réseau pour éviter ça. Et puis au niveau des courants, là c'est une contrainte thermique en fait. C'est-à-dire que dans les conducteurs, et puis dans les transformateurs, les lignes et transfo, si on fait passer un courant trop important, on va dépasser la capacité thermique du câble ou du transfo, c'est-à-dire sa capacité à évacuer la chaleur. Et donc concrètement, on va le détruire par réchauffement, hein. Donc c'est pareil, c'est pas acceptable et il faut limiter les tensions hautes sur le réseau et les courants, les surintensés dans les conducteurs. Je ne sais pas si ça répond à la question, si ça ne répond pas, je vous invite à, à la préciser. Après, donc est-ce que ce sont des sites PV ou éoliens? Donc alors je dirais du point de vue du réseau, ça n'a pas d'importance, puisque en tout cas dans ce type d'études, on peut faire des études plus fines dans lesquelles on va regarder les courbes de charge, la complémentarité entre les moyens de production, etc. Mais quand on fait des études de raccordement normales, la seule chose qui compte, c'est la puissance crête du site. Et donc en fait, le fait que ce soit des sites PV éoliens ou n'importe quelle autre technologie de production, c'est pas important.
Ensuite, donc, il y avait la question sur la signification de départ mixte. Donc, j'ai répondu dans la présentation. Comment déterminer la longueur de réseau à renforcer? Donc ça, c'est fait automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas tout à l'heure, il y a deux types de contraintes. Une contrainte de courant, donc une surintensité dans un câble. C'est facile, elle est localisée sur un conducteur et il faut faire un conducteur plus gros, suffisamment gros pour que le courant en question ne mette pas le câble en contrainte. Donc ça, c'est très facile à faire. Les contraintes de tension, c'est plus subtil parce que la longueur, disons la chute de tension, l'élévation de tension au niveau du producteur, elle résulte d'une accumulation d'élévation de tension sur les différents conducteurs qui sont entre le poste source et le producteur. Et donc le renforcement de n'importe lequel de ces conducteurs permet d'aider, donc de réduire l'élévation de tension. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de pas évident à faire pour un humain là-dedans. Quand on cherche à renforcer un départ, il faut le faire avec un peu d'expertise pour savoir faire, pour choisir les sites de renforcement les meilleurs. Donc c'est pour ça qu'en fait là c'est fait automatiquement par un logiciel, parce que c'est plus facile à faire pour un ordinateur que pour un cerveau humain, en gros. Ensuite, quand le poste est saturé, donc ça c'est un point qu'on n'a pas regardé ici. C'est-à-dire que là ce qu'on regarde, c'est une simulation du réseau HTA. Et donc, la capacité d'accueil du poste source, c'est une autre question qui est importante aussi, hein. Et là, pour le coup, il faut se référer aux informations qu'on trouve sur Capa Réseau, qui vont donner la capacité d'accueil des postes. Ensuite, est-ce que le modèle prend en compte le foisonnement des projets ou ils sont envisagés un par un? Donc là, c'est un cas où on va les regarder un par un. Donc il y a aussi d'autres types d'études qui sont un peu différents, mais qu'on fait aussi régulièrement, hein, dans lesquelles on a plutôt une perspective de type politique énergétique. Donc on va regarder globalement sur un territoire si on injecte, on augmente la production, ce qui se passe. Et donc là, on va faire augmenter uniformément la production un peu partout. Et dans l'étude que j'ai montrée là, c'est une étude où on s'intéresse aux projets individuellement. Et donc on les prend un par un, on les ajoute, et ensuite on retire, si je veux dire, le projet avant de mettre le suivant. Les deux sont intéressantes, les deux approches sont intéressantes, simplement elles ne répondent pas à la même question. Voilà. Il y en a une, c'est le point de vue du porteur de projet, et l'autre, c'est le point de vue de la planification énergétique territoriale. Comment identifiez-vous les sites potentiels? En fait, c'est pas nous qui le faisons. C'est pas nous, Roseau, en tout cas. Notre compétence, c'est l'ingénierie réseau électrique, l'ingénierie logicielle. L'identification des sites sur lesquels il y a du gisement, c'est l'affaire des développeurs. Et nous, on ne s'en occupe pas. Il faut qu'on nous fournisse une liste de sites potentiels avec leurs coordonnées et leurs puissances. Et ensuite, nous, on peut appliquer les méthodes que j'ai montrées. Quand on aboutit à un raccordement dédié, est-ce que c'est un argument pour rechercher d'autres formes de valorisation? Alors là, c'est plutôt une question pour les développeurs. Moi, je ne me sens pas très armé pour y répondre. Je ne sais pas si Baptiste ou François, vous avez un avis là-dessus. Non, pour moi, non, j'ai pas la réponse en tout cas. Je pense que c'est à étudier au cas par cas. C'est pas évident d'y répondre là directement. Bon, du coup, désolé, je vais je vais pas y répondre non plus parce que je me sens pas, je vais pas avoir de réponse à la question. Étudiez-vous les raccordements mutualisés éolien PV? Donc là, je pense que c'est une question sur justement la complémentarité en fait entre les courbes de charge. C'est-à-dire si on a un site sur lequel on met à la fois de l'éolien et du PV, peut-être que la puissance totale du site sera légèrement inférieure à la somme de la capacité du site éolien et du site PV. Ça, c'est des choses qui, de mon point de vue, regardent les développeurs, les producteurs. Nous, encore une fois, la seule chose qui compte, c'est la puissance totale du site. Que cette puissance, elle soit éolien, PV ou un mix des deux. C'est une question d'optimisation du site en fait pour arriver à faire rentrer le maximum de rentabilité, on va dire, dans un site avec une puissance donnée. Mais c'est pas nous qui regardons l'optimisation interne du site de production. Oui, si je peux compléter là-dessus, c'est ce que Florent et François ont déjà dit de façon différente, c'est que pour ces études-là, on se place toujours dans le cadre le plus défavorable, finalement, où on est à la puissance maximale de production, par exemple en plein été, quand il y a une consommation qui est la plus faible. C'est ce que François présentait au début. Donc, effectivement, là, c'est pas mixé dans ces cas d'études. Après, j'essaie d'aller un peu vite, hein, je ne vais pas trop prendre le temps de parole de Je pense Baptiste. qu'on va répondre à la dernière question qui était liée à le fait de voir. J'ai du mal à voir ce qui peut être fait par la collectivité directement avec un logiciel acquis, ce qui nécessite l'intervention d'un prestataire spécialisé comme vous. En fait, là, du coup, on va arriver sur la troisième partie, à mon sens. En tout cas, je pense que Baptiste va pouvoir au moins répondre à une partie de ces interrogations-là. Et après, peut-être qu'on reviendra à cette question, si tu veux, Florent. Ok, je rends la parole et puis normalement, il devrait rester un petit peu de temps. Après. Ouais, il devrait rester un petit peu de temps pour l'exposé de Baptiste. Et donc, s'il y a encore des questions, et puis celle-là en particulier, j'y répondrai après. Voilà, comme ça, on est sûr que Baptiste aura du temps de parole.
Ça marche, merci. Oui, tout à fait. J'aborderai un peu cet élément, ces éléments dans ma conclusion. C'est bon, tu dois avoir la main normalement. Alors, Oula. ça y est. Alors, il faut que je revienne un peu en arrière. C'est bon. Merci François. Oui, du coup, je vais vous présenter quelque chose qui va vous paraître beaucoup moins impressionnant un peu, après ce qu'on a vu. C'est plutôt un exercice pédagogique, hein, qui n'a pas vocation à être forcément déployé. Donc, c'est un cas d'usage ou un exercice, si vous voulez, d'exploitation de données et de recueil de données à destination des collectivités débutantes, quoi, pour mettre le pied à l'étrier, en quelque sorte. Donc, qui vise à faire comprendre les bases du domaine des données. Donc, qu'est-ce que c'est que les données déjà? Comment est-ce qu'on peut en recueillir? Comment est-ce qu'on les exploite? Qu'est-ce que ça veut dire de les exploiter? Quel potentiel peut être ouvert par les données? Et puis toucher un peu certaines limites pour les jeux de données qu'on va pouvoir utiliser ici. Donc voilà, c'est uniquement à but pédagogique. Donc, pour introduire un peu ça, quelle mission est-ce que les collectivités ont dans le domaine de la transition énergétique et notamment électrique, là, dans ce qui nous concerne? Mais là, c'est un peu plus large que j'ai décrit, puisque je parle notamment de développement de coordination des réseaux, des 3 réseaux d'énergie. Il y a le développement des ENR, qui peuvent être électriques, gazières, thermiques, les mobilités, l'urbanisme, la rénovation, etc. Donc finalement, on voit là-dedans qu'il y a quelque part 3 domaines un peu qui se recoupent. Il y a la consommation, la production, et puis l'infrastructure de réseau qui va permettre d'aller collecter l'énergie et de l'envoyer là où elle va être consommée. Alors, je vous ai mis ensuite là, pour faire un petit peu peur, voilà, c'est pour répondre à toutes ces missions, il y a une kyrielle de données qui peuvent être intéressantes. Et il y en a, voilà, il y en a des tas, j'ai clairement pas tout mis. Je les ai rangés un peu par catégorie pour comprendre qu'il y a plusieurs choses qui peuvent exister. Donc là, ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est utiliser des données notamment d'infrastructures, de réseaux de distribution d'énergie, mais on peut utiliser des données de consommation. Pour la rénovation, il y a des données sociales, de logement, données de bâti, de construction. Et tous ces jeux de données ne sont pas collectés par les mêmes acteurs, pas forcément la même maille géographique, ils ne sont pas accessibles à toutes les collectivités. Et du coup, il va falloir faire tout un travail quand on se lance dans l'exploitation de données pour déterminer ce qu'on peut utiliser, ce à quoi on a accès, comment l'utiliser, est-ce que finalement on peut croiser ces données. Donc, c'est toute la complexité initiale du problème. C'est pour ça que ça peut faire un petit peu peur. Et donc, pour ne pas se faire peur, voilà, il y a un petit cas d'usage simple que je vais vous présenter très succinctement. Donc, pour comprendre les possibilités et les limites accordées par les données, on va s'intéresser à une comparaison finalement de différentes toitures pour installer des panneaux solaires photovoltaïques. Donc, on va prendre une petite commune là, qui a une mairie, une école, une salle polyvalente et un centre technique. Et on va se poser quelques questions qui vont nous permettre de déterminer quelle est finalement la toiture la mieux adaptée pour porter un projet. C'est juste une phase de pré-étude. Donc, les 3 questions qu'on va se poser, c'est premièrement, quel est le potentiel de ma toiture? Est-ce qu'elle est bien exposée? Quelle surface, etc. Il y a la deuxième question qui va en découler, c'est avec cette exposition et cette surface, je vais pouvoir installer une certaine puissance. Et du coup, quel va être l'équilibre financier de mon projet? Et puis la troisième, c'est le raccordement, parce que ça compte. Est-ce qu'il est compliqué ou pas? Et si possible, combien est-ce qu'il va me coûter? Donc pour ça, vu que voilà, l'objectif étant que les collectivités puissent faire ça dans leur coin pour s'entraîner, on va utiliser 3 outils gratuits. Donc le premier, c'est Géoportail. Donc vous avez le lien pour y accéder. Et donc il permet de déterminer finalement. Donc on a à gauche une toiture, c'est 0 degré, c'est-à-dire qu'on a une toiture plein sud, hein, pour le bas de la toiture. Et puis l'image qui est au milieu indique la surface qu'on a pu mesurer vraiment facilement avec Géoportail. Donc le cas d'usage, il décrit exactement quel geste il faut faire à chaque étape. Là, je vous présente juste les principes. Donc d'une fois qu'on a cette surface, cette orientation, la surface permet de déterminer quelle est la puissance installée. Et puis l'orientation permet
d'aller alimenter sur le site AutoCalSol des données. On va dire, j'ai une centrale de telle puissance, telle surface, combien finalement elle va me rapporter cette centrale. Donc, on a différentes évaluations, il y a tout un tas de données qui sont sorties, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les graphiques en bas. Donc, finalement, pour chaque point vert ou chaque point bleu, en fait, on a une année du projet qui passe sur toute la durée du soutien financier au projet de photovoltaïque. Et donc, l'objectif est que la courbe bleue croise la courbe verte le plus tôt possible. Et donc, lors de l'exercice qui est proposé, il y a donc des cas où ça se recoupe très vite, des cas où ça se recoupe très très tard, et voire un cas où les courbes ne se recoupent jamais. Donc, on peut déjà déterminer, bon, j'ai un projet qui n'est pas du tout rentable, j'en ai un qui marche très bien. Donc, je vais plutôt continuer à faire mes études sur celui-ci. C'est déjà un premier critère. Là, on a utilisé, finalement, dans le premier cas, on a recueilli des données sur Géoportail. Dans le deuxième, on a exploité des données. On a rentré des données et on a déterminé, on a trouvé un résultat et on peut se dire déjà éliminer des projets. Et puis, du coup, on va pouvoir répondre à la troisième question ensuite, qui était le raccordement. Est-ce qu'on va pouvoir encore sélectionner parmi les projets qui semblaient les plus viables économiquement, est-ce qu'il y en a qui sont plus simples à raccorder que d'autres? Et donc, il y a un site, donc sur le site d'Enedis, il y a un outil qui s'appelle Simuler mon raccordement, qui permet sur la basse tension et depuis peu même sur la haute tension jusqu'à 2 MW de tester un raccordement. Et donc, le logiciel va nous indiquer s'il y a une étude complémentaire qui est à faire si vraiment le raccordement est compliqué. S'il y a un prolongement de réseau, c'est une extension ou un renforcement qui est faisable, mais il n'y a pas de budget qui est indiqué, ou en tout cas de coût. Et puis, si le raccordement est simple, on a là, par exemple, un cas où j'ai un raccordement à 1 400 €. Donc, moi, quand j'ai fait dans le cas d'usage, il n'y en a qu'un seul qui passe. Et donc, ça permet finalement, ce n'est pas tout à fait le projet le plus rentable, c'était le deuxième plus rentable qui passe. Et donc, on peut se dire, on peut se dire que sur cette phase de préétude, c'est plutôt ce projet sur lequel on prolongerait les études. Donc, bon, l'objectif n'est pas forcément de vraiment se lancer dans ces études-là, mais vraiment d'avoir compris quel type de données on utilisait et quelles limites il y a. Donc là, sur les freins et limites identifiés, on voit que sur nos 3 questions, donc là, c'est un cas d'usage gratuit, il y a forcément des limites. Donc, sur la partie simulation économique, par exemple, il est possible de faire des simulations autoconsommation ou injection pure. Et pour cela, on est obligé d'utiliser les données de consommation. Sauf que ce n'est pas extrêmement précis dans le cas gratuit. On utilise juste la donnée de facture de l'année, donc on n'a pas la courbe de charge très précise et on ne détermine pas forcément un taux de consommation très, très précis. Donc ça, c'est une première limite, par exemple. Sur la surface et l'orientation, donc c'est bien beau de se dire qu'on a une toiture qui est bien exposée, plein sud, et qui fait une surface idéale. Par contre, on ne sait pas si le bâtiment et la structure, juste avec cet exercice, permettent d'accueillir finalement les panneaux, enfin la centrale solaire, sans renforcement de structure. Donc ça, c'est une autre limite. Là, il va falloir étudier ces points-là qu'on ne peut pas négliger. Et puis sur la simulation de raccordement, donc pour ceux qui utiliseront le logiciel, c'est quand même un peu fastidieux, c'est-à-dire qu'il faut quand même, si la puissance ne passe pas, on peut réduire la puissance un peu de l'installation et on fait par itération comme ça, mais c'est quand même assez long. Finalement, c'est beaucoup plus long que ce qui était proposé dans l'étude précédente. Hein. Ce n'est pas forcément industrialisé pour faire une prospection très large. C'est un petit outil qui est là typiquement pour un particulier qui veut tester sa toiture. Donc, il y a 3 points de réflexion, il me semble, à approfondir lorsqu'on veut porter un projet, finalement, quand on veut aller plus loin que ça. C'est est-ce que je veux un outil industriel? Ça répond à quel besoin? Est-ce que je vais avoir un besoin qui va être répété pour ma collectivité? Peut-être que j'ai d'autres collectivités qui sont intéressées et on peut mettre en commun, et à ce moment-là, il y a peut-être besoin d'industrialiser, même si moi, ça va me servir qu'une ou 2 fois. Donc, il y a vraiment ce point-là à prendre en compte. Il y a la transparence technique aussi. Finalement, là, avec les outils qu'on a pu utiliser, on injecte des données, on en recueille,
Mais la moulinette, on n'y a pas forcément accès et on ne peut pas jouer sur tous les paramètres techniques, comme ce qui a pu être présenté par François initialement. Et puis, il y a le coût aussi. Donc, le coût, forcément, que lorsqu'on va développer une plateforme pour exploiter les données, il n'est pas négligé. Donc, il est à mettre dans la balance avec ces deux précédents éléments. Alors, comment aller plus loin finalement, il faut vraiment que la collectivité réfléchisse avec les partenaires potentiels qu'elle peut avoir là-dedans. Donc là, ce n'est pas forcément exhaustif non plus, mais j'ai rappelé, il y a les gestionnaires de réseau, les fournisseurs d'énergie qui vont apporter des données d'infrastructure, des données de consommation ou de production. Il y a les observatoires locaux de données qui vont aussi pouvoir apporter tout un tas de données intéressantes et qui mettent aussi à disposition des plateformes d'exploitation maintenant qui peuvent être utiles notamment dans la planification. Je pense à des outils d'Aura 2E, Terristory, donc il y a les ALEC, ZARAC, etc. Il y a les institutions aussi qui peuvent apporter pas mal de conseils qui produisent des publications à destination des collectivités. Et puis, la collectivité doit aussi échanger avec les autres collectivités du territoire. Ça me semble être vraiment un point indispensable, notamment lorsqu'on parle d'industrialisation. Donc, si on veut finalement voilà, partager un peu, entre guillemets, le coût économique et les compétences des uns et des autres, il va falloir échanger avec les collectivités qui ont les compétences, alors les compétences techniques, mais aussi les compétences d'accès aux données. Ce que je disais initialement, finalement, là, pour le cas qui nous intéresse sur la partie vraiment réseau et ENR, il est très intéressant d'en parler avec la collectivité qui est la collectivité concédante. Donc, l'agglomération ou le syndicat d'énergie. J'ai mis d'autres cas parce qu'il y a l'autorité AOM, c'est pour la mobilité, si on s'intéressait à des études tout à fait différentes dans le cadre de la mobilité. Donc voilà, il faut en parler et échanger avec d'autres collectivités. Et puis j'ai mis une flèche qui se replie, enfin un retour, la flèche jaune, la collectivité sur elle-même, parce qu'il me semble aussi indispensable d'insister sur le fait que les collectivités doivent décloisonner. Alors, j'ai vu que quelqu'un m'entendait plus, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Si, moi je C'est m'entends bon, toujours. d'accord. Okay. Il me semble important de décloisonner, lorsque ce n'est pas fait, les compétences internes de la collectivité. C'est-à-dire que les énergéticiens puissent travailler avec les contrôleurs de concession, avec les urbanistes aussi, qui ont des compétences très intéressantes et qui utilisent des outils aussi qui sont complémentaires. Et ça, c'est vrai dans l'exploitation de données, mais c'est vrai pour tout un tas de missions, même pour utiliser des outils de planification entre urbanistes et énergéticiens, c'est très intéressant. Donc ça me paraît vraiment indispensable. Et si on revient du coup sur la... Je ne vois plus les questions. C'était la question de Claire Gareno, je crois. Alors je ne me rappelle plus exactement quelle était la formulation, mais il fallait que j'y réponde dans ma conclusion. Bon, je ne la vois plus apparaître. Je n'arrive plus à faire apparaître les questions. Ah. Attends. Prendre la main. Contre la distance. Tac. Ah, ça y est. Alors oui, c'était donc le fait d'avoir du mal à voir ce qui peut être fait par la collectivité directement avec un logiciel acquis et ce qui nécessite l'intervention d'un prestataire. Alors je pense que donc je suis pas forcément un expert finalement de l'appel au prestataire ou pas, mais je pense que la collectivité a des compétences et que lorsqu'on pose finalement une réflexion d'exploitation de données, il faut savoir où finalement cette compétence s'arrête, quel coût ça va représenter de développer soi-même un outil, d'utiliser, de faire évoluer un outil du marché ou finalement de faire appel à un prestataire pour vous aider. Ça, je pense que ça dépend vraiment du cas. Il y a quand même, je crois, dans les cas d'usage qui ont été présentés initialement avec Sirao, il y a quand même tout un travail nécessaire de traitement de données qui est à faire initialement. Donc, je pourrais répondre un peu là-dessus si tu veux. Ouais.
Donc, je pense que la question était aussi un peu adressée à moi, donc je vais y répondre. Donc effectivement, je dirais du point de vue de ce qui peut être fait par, la collectivité elle-même, la limite, c'est la complexité de la tâche. Les tâches qui sont vraiment trop compliquées, on préfère les faire sous forme de service parce qu'un logiciel qui va permettre de faire des choses compliquées, d'une part, c'est un logiciel qui sera accessible à peu d'utilisateurs, donc qui va être, voilà, qui va être complexe. Et d'autre part, c'est un logiciel qui va prendre, qui sera coûteux à développer pour les éditeurs logiciels qui est nous. Donc pour tout ce qui est compliqué, on a envie plutôt de faire du service et pour tout ce qui est simple, on a plutôt envie que la collectivité le fasse elle-même. Tout ce qu'on a montré là dans l'exposé de François et dans le mien, c'est des choses que je classerais comme simples et donc tout ça peut être fait par la collectivité, elle-même pourvu qu'on lui mette les bons outils entre les mains. Par contre, il y a un point et c'est ce que disait Baptiste qui est très important, c'est qu'avant de pouvoir lancer le premier calcul, il faut modéliser le réseau. Donc autrement dit, à partir des données dont dispose la collectivité, qui sont des données, on va dire, patrimoniales, qui décrivent le patrimoine dont on dispose, les lignes, les transformateurs, leur emplacement, etc. Il faut faire un modèle électrique du réseau, donc une représentation d'électricien avec des notions d'impédance, de topologie, etc., etc. Pour la collectivité, c'est complètement masqué, mais ce travail, il faut quand même le faire et c'est à nous de le faire. Donc le cycle, c'est d'abord la collectivité transmet les données nécessaires. Nous, on a une petite phase de travail pour modéliser le réseau. Ensuite, on remet entre les mains de la collectivité le logiciel. Et là, elle peut faire elle-même tout ce qui est, entre guillemets, à peu près assez simple, comme ce que j'ai montré dans mon exposé et comme ce que François a montré. Merci à tous les deux. Alors, il y avait d'autres petites questions. Il y avait donc, une question sur injection égale vente totale ou surplus. Oui, l'injection, c'était la vente totale, et sinon, c'était autoconsommation avec vente du surplus. Je crois le comparatif économique qui est fait dans l'outil AutoCalSol. Il y a une question aussi, donc encore sur le modèle électrique. Est-ce que le modèle électrique peut être fait en interne? Donc, si c'est fait en interne par la collectivité, honnêtement, la réponse est non. Faire un modèle électrique à partir des données des autorités concédantes, c'est compliqué. Et c'est une tâche sur laquelle je vous déconseille fortement de vous lancer vous-même. Par contre, une fois qu'elle est passée, cette tâche, et c'est un travail ponctuel qui prend voilà, quelques jours, après, derrière, vous pouvez être complètement indépendant. Mais sur la phase de modélisation, honnêtement, je ne vous conseille pas de vous y lancer tout seul. Pour ma part, en fait, moi, j'ai travaillé justement en travaillant dans la ODE, d'essayer de développer nous-mêmes un modèle électrique à partir de nos données de patrimoine. En fait, voilà, on trouve vite les limites, en tout cas, mes limites en informatique et en codage ont été une des limites à ce développement de logiciels, mais voilà, c'est assez lourd, il faut avoir une bonne connaissance des réseaux électriques et au-delà de ça, de toutes les simulations qu'on pourrait faire. C'est assez lourd. Après, je serais plus nuancé que Florent. Je dirais que c'est possible pour une AODE de le faire ou un syndicat. Voilà. Après, c'est la question de coût, de temps à y passer. C'est des choix qu'on a fait à l'époque. Ça dépend aussi un peu du volume. C'est-à-dire que si vous voulez modéliser un départ HTA, peut-être que vous allez vous en sortir. Si on veut faire la concession tout entière en HTA et en BT, là, évidemment, il faut l'automatiser. Et donc, il y a beaucoup de codes informatiques à écrire. Nous, on a 25 000 km de réseau, environ 25 000 postes achetés à BT, donc c'est quand même un gros volume, un grand linéaire de nombreux postes. Donc voilà, chaque poste est quasi différent, donc ça amène des questions, des problématiques. Comment intégrer les données issues de l'urbanisme? Baptiste? Alors là, je parlais d'urbanisme parce que c'était pour élargir finalement le périmètre. Mais en tout cas, quand je parle de décloisonner, ce n'est pas forcément uniquement dans l'exploitation de données, mais c'est plutôt dans finalement dans les compétences, les connaissances et l'expression du besoin finalement sur la construction d'un outil. Et je pense qu'il est nécessaire de vraiment croiser ces besoins parce que enfin, je me rends compte, moi, à l'usage, en échangeant avec diverses collectivités, que les pratiques sont extrêmement variables d'un territoire à l'autre, mais il peut y avoir des collectivités en charge de l'urbanisme qui finalement vont pouvoir délivrer des autorisations d'urbanisme pour le réseau, enfin, qui vont concerner le réseau et notamment les extensions sur lesquelles elles vont être mises à contribution financièrement. Et il me paraît important qu'elles puissent échanger avec les collectivités
ou en tout cas ou avec le service qui fait du contrôle de concession, qui a d'autres compétences, que chacun puisse connaître les projets les uns des autres. Donc, ce n'est pas forcément sur de l'exploitation de données d'urbanisme, mais c'est sur le besoin, quoi. Finalement, est-ce que l'outil il va aussi pouvoir répondre à d'autres services qui n'est pas finalement à recréer un nouvel outil, rajouter des couches et faire quelque chose de complexe et de moins optimisé finalement pour la collectivité. Et voilà, donc finalement, les urbanistes il est nécessaire qu'ils aient un regard et une bonne connaissance aussi du réseau, tout comme les énergéticiens qui vont travailler sur le développement des ENR ou finalement le service qui fait du contrôle sur la concession. C'est plutôt ça mon discours. Merci Baptiste. En tout cas, dernière petite remarque, ceux qui seraient intéressés pour tester le cas d'usage, il y a mes coordonnées en fin de présentation, donc je pourrais leur envoyer et je suis preneur des remarques qu'ils auront à la fois sur le fond et la forme et l'ergonomie pour le diffuser sous peu avec la publication associée. On va arriver sur la dernière partie de notre présentation et vous faire une petite synthèse, en tout cas, pourquoi on a fait cette présentation et quel est l'objectif. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de l'accès aux données, de cas d'usage d'utilisation des données pour simuler des raccordements d'énergie renouvelable, que ce soit du photovoltaïque ou de l'éolien, des outils sont à disposition. Maintenant, qui est le bon acteur ou interlocuteur pour utiliser ces données, pour avoir les outils et les compétences techniques pour les utiliser. Aujourd'hui, nous, on pense que c'est l'AODE. Alors, on va prendre l'exemple du SDE35, c'est là où je travaille, mais je veux dire, il y en a une multitude sur le territoire français. Je vais présenter rapidement ce que c'est qu'une AODE et après, on arrivera sur notre synthèse. Une AODE, donc c'est un syndicat mixte, donc une collectivité publique territoriale sur l'ensemble des communes du département d'Ille-et-Vilaine et qui intègre la métropole rennaise. La particularité du département d'Ille-et-Vilaine, c'est que on a la métropole, on est l'AODE de la métropole, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les autres métropoles de France. Donc on est propriétaire par délégation des communes du réseau électrique basse et moyenne tension et on a donné la délégation et l'exploitation à Enedis. Et ça depuis les lois de 1906. Les compétences du SDE35. Historiquement, le SDE35, en fait, il est maître d'ouvrage, en tout cas chez nous, sur les communes rurales du département. Donc, quand on dit maître d'ouvrage, c'est lui qui est maître d'ouvrage sur les extensions, le renforcement des réseaux, la sécurisation et l'effacement. L'extension, c'est tous les projets qui permettent d'alimenter de nouvelles infrastructures, de nouveaux usages, une nouvelle habitation, un nouveau lotissement. Les renforcements, ça va être adapter le réseau aux nouvelles consommations, donc créer de nouveaux postes de transformation, augmenter les sections de câbles. Voilà, ça c'est des exemples concrets. La sécurisation, ça va être résorber les fils nus aériens dans les zones rurales parce qu'ils sont incidentogènes, sensibles aux aléas climatiques. Donc, l'idée de résorber ces réseaux-là, parce qu'ils tendent à fragiliser le réseau électrique et à diminuer la qualité du réseau. Et la dernière partie, et pas des moindres, c'est l'effacement des réseaux. Alors, on essaye de coordonner, c'est effacer les réseaux aériens dans les centres-bourgs, des réseaux basse tension, en y associant l'éclairage public, la télécommunication, fibre, cuivre. Donc ça, c'est les 4 grandes missions du SDE35. À ça, maintenant, depuis plusieurs... pardon, je n'ai pas parlé du contrôle de l'activité du concessionnaire, des concessionnaires EDF et Enedis, et bien entendu, la représentation des intérêts des usagers et des collectivités. À ça, donc, du coup, c'est les compétences historiques du SDE. On y a associé, se développait une multitude d'autres compétences, et ça, elles sont propres à chacune des AODE de France. Nous, on a mis pas mal l'accent, dirons-nous, sur la partie gestion de l'éclairage public, où 200 collectivités de l'Ille-et-Vilaine nous ont transféré cette compétence. On assure aussi le contrôle des concessions gaz. On développe des bornes de recharge pour véhicules électriques et des stations d'avitaillement gaz pour véhicules, principalement pour des poids lourds. Et on coordonne des groupements d'achat d'énergie, on apporte un conseil auprès des collectivités
sur tout ce qui est lié à l'énergie et au raccordement au réseau, voilà, comme on a pu le présenter en amont. Les données et les outils. En fait, ce qui nous paraissait important et le message qu'on voulait passer aujourd'hui, c'était qu'il y a une multitude de données accessibles pour les collectivités, comme l'a présenté Baptiste. Elles ne sont pas toujours facilement exploitables. Tout le monde n'a pas les compétences ou les outils pour les utiliser. Et que pour nous, la ODE a à la fois des données de concession, de qualité et de patrimoine de son réseau, peut avoir des outils, se doter d'outils de modélisation dynamique des réseaux, c'est un exemple, hein, mais pour simuler l'intégration de producteurs ou de consommateurs. À la fois, on a créé, nous, ce que j'ai considéré comme un outil, mais c'est une société d'économie mixte, une SEM qui a été créée en 2018, qui a pour but de massifier le développement des énergies renouvelables. En fait, le but est d'accompagner techniquement, financièrement, logistiquement des porteurs de projets, que ce soit public ou privé, à installer des projets d'énergie de producteurs, enfin des producteurs, pardon. Donc voilà, ça, aujourd'hui, le SDE35, il a accès à ces outils, à ces données. Il a les compétences parce qu'il travaille sur ce réseau depuis des années. Il a des bureaux d'études. On a une multitude de personnes qui travaillent au sein de ce syndicat qui connaissent bien le réseau. Je vais faire un petit focus sur les projets qui sont développés par la SEM. Voilà, en fait, on va y retrouver tout un panel d'orientation, donc tout ce qui va être photovoltaïque, en toiture, au sol, la méthanisation, l'éolien, la mobilité décarbonée. Donc, on a parlé des stations de recharge pour véhicules électriques ou aussi des bornes d'avitaillement au gaz, des projets d'hydroélectricité, de chaufferie bois. Quelques chiffres clés. Je voulais juste faire un point sur les boucles d'autoconsommation qui aujourd'hui sont encore, nous on en a une d'effective, mais au niveau national, c'est plutôt des expérimentations. Et c'est des projets qui sont très intéressants, complexes à monter, mais qui sont très intéressants. Ouais. Et dernier point, la conclusion générale qu'on voulait vous proposer. Donc, le syndicat répond en fait aux limites de compétences techniques et réglementaires qu'ont parfois les développeurs, mais aussi d'autres communes ou collectivités territoriales, et peut apporter une transparence technique sur les solutions techniques proposées par Enedis. Aujourd'hui, il faut bien être conscient que Enedis a bien ce rôle de gestionnaire de réseau, qu'il est garant de la tenue du réseau, et ça, on ne lui enlèvera pas, et ce n'est pas du tout l'objectif. Mais l'idée est que les AODE, elles aient aussi cette compétence de se doter d'outils avec ces données pour accompagner la transition énergétique. Les outils comme Sierrao, les outils de simulation, ils permettent d'augmenter le potentiel d'automatisation et d'industrialisation de ces données. Voilà, on l'a vu, encore une fois, beaucoup de données compliquées à traiter, analyser. Il y a des outils qui permettent de le faire sur une échelle, alors j'ai mis une échelle cohérente, une échelle territoriale cohérente. Voilà, on parle de départements ou de morceaux de départements, de parties. Et enfin, le choix a été fait de porter financièrement le coût de ces outils, car il répond aux besoins des communes. Et on met à disposition, alors j'ai précisé communes, mais en fait maintenant, on pourrait aller voir plus loin. Tous les porteurs de projets d'énergie renouvelable du département peuvent s'adresser à nous. Voilà, on a des outils maintenant qui nous permettent de répondre à ces demandes. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle était intéressante pour vous. N'hésitez pas à des questions, on est tous les trois, on va se donner, là il est 11h35, on va se donner normalement jusqu'à 45, mais on pourra peut-être pousser un peu plus si vous avez des questions. Il y a une première question pour toi, c'est ce qu'il serait possible d'échanger donc par mail sur la création de votre SEM. Donc je pense que si tu mets peut-être la dernière diapo avec les coordonnées, ça permettra à chacun de voir comment te contacter. Eh bien, parfait. Alors oui, pas de problème. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger sur la création d'une SEM. Alors, je ne serai peut-être pas le meilleur interlocuteur, mais en tout cas, je vous redirigerai vers la bonne personne. Donc, il y a une deuxième question sur le même thème. Donc, voilà. Donc, même réponse. Contactez-moi et on reprendra contact avec vous, il n'y a pas de problème. Et puis, une question, donc, comment accompagnez-vous les porteurs privés? Alors, sur cette partie-là, en fait, on accompagne sur
Alors, il y a plusieurs types de privés. On va dire le projet que j'ai présenté initialement, le projet éolien citoyen, on les accompagne en fait sur la définition d'abord de leur projet, parce que souvent c'est assez flou, parce qu'il y en a des personnes pleines de bonnes intentions, mais qui ne connaissent pas tous les interlocuteurs, tous les procédures, les délais notamment. Et on les accompagne sur monter un projet qui soit cohérent avec leurs besoins, qui soit financièrement acceptable pour eux, évaluer les risques d'intégrer ce projet. Après, voilà, je ne suis pas forcément le meilleur représentant aussi du SDE35 sur la partie SEM et accompagnement des porteurs privés. Là, je vous le dis dans les grandes lignes, mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, je peux aussi vous orienter vers les bonnes personnes, il n'y a aucun problème. Ensuite, Combien y a-t-il de salariés dans la ODE? Nous, aujourd'hui, on est une cinquantaine. On a eu un gros développement ces dernières années, notamment pour accompagner toutes les collectivités dans cette transition énergétique. Alors, on parlait de compétences, mais notre compétence historique, c'est le réseau électrique, mais on fait aussi de l'éclairage public qui mobilise aussi du monde, les bornes de recharge pour véhicules. Voilà, c'est des éléments aujourd'hui aujourd'hui, c'est ce sur quoi se structure notre AODE. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu un atelier des assises sur les SPL, SEM, CMAOP. Peut-être que les PPT sont sur le site. Eh ben, ça répondrait peut-être en partie déjà à deux des questions. Est-ce que vous allez travailler avec des co-accompagnements avec des associations type énergie partagée pour le développement de projets citoyens ou focalisez-vous? Oui, en fait, on travaille déjà avec ce genre de structure. Donc, oui. L'émission d'AODE est généralement portée par 2-3 personnes au sein des syndicats. Ça, c'est une réponse à la question en fait, de Nicolas Aulet qui demandait combien y a-t-il de salariés dans l'AODE. Et voilà, en signalant que dans certaines intercos, la mission AODE était portée par un seul agent. Donc, ah oui, d'accord. Camille Hulin du CIAN répond que généralement, c'est 2 ou 3 personnes au sein des syndicats. D'accord. Merci pour la réponse. Toc. Alors, j'ai un petit problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, j'avais plus de micro. Merci François. Oui, je voulais juste apporter une précision effectivement sur les effectifs des syndicats. Il faut voir qu'ils peuvent avoir des missions effectivement très très larges. C'est aussi donc on peut pas forcément directement comparer. Pour renforcer un peu le message de Camille Hulin. On ne peut pas forcément comparer le nombre de personnes qui travaillent dans un syndicat avec uniquement la partie contrôle de concession dans une agglomération. Donc, il y a aussi parfois des services de suivi de facturation, d'achat d'énergie pour les communes adhérentes, etc. Donc, ça peut être très large. Et les effectifs, du coup, sont très variables d'un syndicat à l'autre. Tous les syndicats bretons disposent-ils d'outils de dérisquage? Non. Aujourd'hui, à ma connaissance, on est le seul de la Bretagne. Pas d'autres questions. J'ai l'impression qu'on est dans les délais. Dans les temps, voilà. Parfait. De toute façon, nos coordonnées sont sur la diapo là, qui s'affiche depuis quelques minutes. Donc, je pense que s'il y a des questions supplémentaires, tout le monde pourra nous contacter directement par mail, par téléphone, comme vous le souhaitez. Et puis la présentation sera disponible sur le site des assises et la vidéo aussi, le replay. Oui, il y a des réponses là qui sortent encore. Vous pouvez regarder. Ah oui, alors en effet, le positionnement d'une AODE est diversifié et porte sur le contrôle de la concession, mais aussi porte sur la mise en œuvre de la MOA et de la transition énergétique.
Oui, effectivement, hein, je ne suis pas rentré dans toutes les missions de l'AODE, mais il y a une grande part qui est mise sur le contrôle de la concession. Donc, autrement dit, du travail réalisé par Enedis sur le réseau. Eh ben, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, bon appétit. Merci à tous, Et à merci pour bientôt. votre participation. Merci. Alors, s'il n'est pas trop tard, je vois qu'il y a une question sur les biblios. Oui, on peut vous en communiquer, hein. Il y a pas mal de documentation sur ça déjà. Je pense que sur les réseaux, typiquement, il y a un site, les réseaux vus par quelqu'un qui veut raccorder une installation de production au réseau. Le site photovoltaïque.info est vraiment bien fait, je trouve. Oui, tout à fait. J'ai pas d'action, hein, Oui, oui, c'est le site, il a été développé par Espul avec en partenariat, je ne sais plus s'il y a un partenariat avec l'ADEME. Effectivement, il y a beaucoup d'informations qui permettent voilà, de comprendre voilà, comment fonctionne le réseau, et ça va d'infos très basiques à des choses un peu plus pointues. C'est bien fait. Je vais couper la présentation. Tac.